Passage très, très, très remarqué et controversé de Omar Khadr à Tout le monde en parle. Il était l'invité de Guillaume Lepage. Je vous raconte un peu, on va revenir tantôt là-dessus parce que là, c'est parti sur les médias sociaux, dans les médias en général, partout, dans les conversations. Beaucoup de gens sont en colère, notamment. Il faut dire qu'Omar Khadr a été ovationné lors de son entrée. Ça a choqué des gens. On sait qu'il a reçu déjà 10 millions du gouvernement canadien. Ça avait déjà été controversé. Guillaume a fait une entrevue, on en parlera tantôt, où il a abordé plusieurs questions, mais pas toutes. Remarque, on n'a pas c'est le montage, on n'a pas l'intégrale. Ce que j'aimerais faire ce matin, avant d'en parler avec vous, oui, on va en parler, c'est d'essayer de se concentrer sur certains faits. L'histoire d'Omar Khadr, est-ce qu'on a tous les faits, là? À quel âge? Il y avait quel âge? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on sait de prouver sur ce qui a pu se passer en Afghanistan? Parler de sa famille, ses conditions de détention à Guantanamo, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, etc. On va s'en tenir un peu à ça. Ensuite, on pourra peut-être... On va vite des fois, hein? Moi, j'ai vu toutes sortes d'affaires circuler, là. Oui. Des fois, c'est exact. Des fois, tu dis, oh, ça, je suis pas sûr. Alors, on va se tourner. Je le précise tout de suite. Mon prochain invité a écrit un livre où il prend le parti d'Omar Khadr. Sauf qu'avant d'avoir une opinion, quand tu écris un livre, etc., c'est un docteur en droit. Il a vraiment enquêté et fouillé sur le dossier. Alors, son opinion, on le connaît. Il pourra se prononcer sur ce qui s'est passé, à Tout le monde en parle. Mais moi, je veux d'abord connaître le plus précis possible l'histoire d'Omar Khadr. On se tourne vers Frédéric Bérard. Il est docteur en droit et auteur de La fin de l'État de droit. C'est un livre qui porte sur l'histoire d'Omar Khadr. Monsieur Bérard, bon matin. Bon matin. On va commencer par le début. Tiens, je vais reculer en arrière un peu, là. Oui, juste avant de reculer, juste préciser. Allez-y. Les deux livres en question traitent de l'affaire d'Omar Khadr dans des chapitres distincts, mais mon prochain livre va porter sur l'affaire d'Omar Khadr à 100%. OK, vous l'avez abordé dans les deux précédents livres, mais pas... On parlait pas juste de ça, mais le prochain va être là-dessus. Donc, vous avez enquêté, vous avez fouillé. Parlons de son enfance. Est-ce que j'ai raison? Là, je vais tout vous nommer des affaires qui circulent. Dites-moi si on est dans le vrai ou pas. Omar Khadr a été élevé dans une famille de proches de Ben Laden. C'est vraiment des gens qui étaient proches. Ça, c'est exact? C'est exact. Son père, ses sœurs, tout ça? Son père, en fait, un peu sur le tard, mais son père était effectivement un complice, un collègue de Ben Laden et Ben Laden est même déjà allé au mariage de sa sœur, en fait. OK. Est-ce que sa famille, au-delà de l'amitié envers Ben Laden, c'est déjà quelque chose, mais est-ce que sa famille a participé activement à Al-Qaïda, aux talibans? C'était quoi leur rôle? Parce qu'on mentionne que c'est un enfant soldat, on va en parler tantôt, mais si c'est un enfant soldat, il y a donc des gens qui l'ont influencé à devenir un enfant soldat. Est-ce que sa famille, c'était des gens qui ont participé à des activités terroristes? En fait, des activités terroristes, son père, oui. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a élevé ses fils de la même manière, parce qu'il n'y avait pas juste Omar, il y avait d'autres fils aussi. De la façon qu'il les élevait, je vous donne deux, trois petites anecdotes rapidement, mais juste pour vous donner une idée. Dès qu'Omar avait 4 ans, 5 ans, il est rentré dans cette espèce d'éducation-là qui voulait faire en sorte que tu dois tuer l'Occident, autrement, c'est nous qui allons te tuer. Première des choses. Le père Khadr a déjà dit ça à un de ses fils. Il dit, si tu reparles encore une fois contre l'islam radical, c'est moi qui vais te tuer. Autre chose, le jour où, les gars, vous allez vous faire sauter pour notre cause, eh bien, vous aurez droit à tout ce que vous voulez au paradis. Moi, par exemple, le père, moi, je vais avoir une chute d'eau avec un éléphant blanc. Un frère de Khadr, lui, voulait avoir un stationnement avec des véhicules de luxe. Khadr lui-même, Omar, il était tout petit, il avait 5 ou 6 ans, il dit, moi, je vais avoir une piscine pleine de jello. Vous voyez le genre de truc qui a émané dès le début, là. Ce gars-là a été brainwashé dès son... sa plus tendre enfance, si on peut appeler ça une tendre enfance. OK. Alors ça, c'est l'environnement familial d'Omar Khadr. On se transporte juste maintenant. Pour préciser, M. Bouchard, rapidement, c'est que le père Khadr, là, je le décris comme un Mongol, et c'est un Mongol, mais c'est un ingénieur qui était quand même respecté, qui a étudié à l'Université d'Ottawa. Ça, c'était ses activités parallèles. Là, okay? Dans la vie de tous les jours, c'était quelqu'un qui avait de l'allure. Les gens ne soupçonnaient pas nécessairement d'eux. Même que le gouvernement canadien lui avait donné des mandats ici et là en Afrique parce qu'on le considérait comme étant un ingénieur intéressant.
OK. Alors, Omar Khadr grandit dans cette famille-là. Il est brainwashé, etc., par son père, par l'environnement. Maintenant, on se transporte pendant la guerre en Afghanistan. Là, il y a plusieurs versions. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on est en mesure? Il y a quand même eu beaucoup d'enquêtes, des procès, etc. Il y a des cours qui se sont prononcés. Alors, c'est quoi le rôle actif de Omar Khadr au moment où on le retrouve sur le champ de bataille? Ben, je vous corrige sur un petit truc déjà en commençant. Et c'est ça le problème principal. Puis c'est ce que les gens croient. Puis c'est ce qui amène, tant qu'à moi, les conséquences qu'on a là dans l'opinion publique. Il n'y a jamais eu de cour qui s'est prononcé là-dessus. C'est ça la beauté de l'affaire. Il n'y a jamais eu un seul tribunal qui a été capable de dire Khadr est coupable du meurtre de Speer. Jamais. Il n'y a jamais eu de procès. On l'a torturé pendant 10 ans à Guantanamo, mais il n'y en a pas eu de procès. J'imagine qu'on y reviendra, donc je vais répondre à votre question. L'histoire, évidemment, ça se passe vite, tout ça, mais ce qui est démontré dans les faits, et moi je vais vous parler seulement de faits, c'est qu'il y a eu une embuscade en Afghanistan, les soldats américains étaient débarqués sur place, ils ont rasé une partie du village en question, et Khadr et d'autres collègues de combat, là, je vais les appeler comme ça, ça a été la débandade. Tout le monde s'est fait tuer, sauf Khadr, qui, en se sauvant, s'est fait tirer de dos, il est tombé, on l'a ramassé, on l'a réveillé par la suite, et on lui a toujours dit, c'est toi qui as lancé la grenade qui a tué le soldat Speer en question, qui était l'Américain dont on parle. Khadr a toujours nié cette version, mais, évidemment, les Américains n'ont jamais été capables de le prouver non plus. Donc, voilà, ça, c'est ça. En gros, là, je vous dirais, là, que c'est pas mal l'histoire. OK. Lui, évidemment, ça se complique. Là, on va parler un peu de la détention à Guantanamo parce qu'il finit par avouer. Aujourd'hui, il dit qu'il a dit ça parce qu'il n'y avait pas le choix. Donc, après ces années de prison, je ne sais pas à quel moment, il finit par avouer que c'est lui qui a lancé la grenade, alors qu'aujourd'hui, sa version, on l'a entendu encore en fin de semaine, sa version, c'est « je m'en souviens pas, j'ai perdu connaissance, on m'a réveillé, on me dit que c'est moi qui a lancé la grenade. En réalité, je m'en souviens pas. » Mais il a fini par avouer lorsqu'il est à Guantanamo. C'est bien ça? Moi, puis je tiens à préciser un truc qui est important, c'est que toutes ces années-là à Guantanamo, en théorie, premièrement, il ne devait même pas être là parce que les conventions internationales sur les enfants soldats protègent ces enfants-là. Vous allez me dire, oui, mais il avait 15 ans, c'est pas un enfant, c'est un ado. Les conventions s'appliquent quand même, première des choses. Puis là, rappelez-vous tout le brainwash dont on parle. Là. C'est facile, ça, de dire, ouais, mais à 15 ans, tu sais ce que tu fais. Ouais, mais attends, là, si tu as été élevé depuis l'âge de 4 ans avec un père mongol comme celui-là, ça se peut qu'à 15 ans, si tu as été coaché par Osama Ben Laden et compagnie, que depuis t'es petit, ça se peut que t'aies pas nécessairement le libre arbitre de Jean-Paul Sartre. Je pense qu'on va se mettre d'accord là-dessus. Puis si on vient à la question de l'aveu comme tel, ces aveux-là ont été obtenus après 10 ans de torture. Et c'était pas un aveu, qu'on se comprenne bien, là, c'était pas un aveu formel, c'est qu'on lui a fait plaider coupable. Puis pourquoi il a plaidé coupable, Khadr? C'est parce qu'il voulait sortir de là, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'y avait rien à gagner, que jamais, au final, il y aurait de procès, parce que c'est vrai, il n'y a jamais eu un procès. Il y a eu un simulacre de procès devant la commission militaire qui a duré 2 jours, puis ça a foiré tout de suite, puis il n'y a pas eu de condamnation. Alors, et puis rappelez-vous une affaire, il a été condamné à 8 ans de prison après avoir plaidé coupable. 7 ans à Guantanamo, 1 an au Canada. Pensons-y 2 secondes, là, M. Bouchard. Pensez-vous vraiment que si les États-Unis avaient de la preuve à l'effet que c'est lui qui a lancé la grenade, pensez-vous qu'on l'aurait laissé partir après 8 ans de prison? On l'aurait condamné à vie? Ou pour pas dire sur la chaise électrique? Moi, je pense que la réponse est assez claire, là. Parlons de un soldat américain dans un truc comme ça, tu ne laisses pas partir le titu après 7-8 ans, ça c'est pas vrai. Parlons de la torture, parce que les gens ont beaucoup protesté quand il y a eu le 10 millions, parce qu'on a entendu toutes sortes d'affaires, pourquoi on donne 10 millions, pourquoi. Bon, évidemment que ça fait référence au mauvais traitement à Guantanamo. Qu'est-ce qu'on sait de ça? Évidemment, la transparence n'est pas totale, il y a des choses de cachées. Est-ce qu'il était torturé au quotidien? C'était une fois par semaine. Il y a des gens qui disent qu'il était blessé, donc ils ont quand même tenu compte de ça, puis il y en a eu un peu moins que les autres. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette prison-là pour Omar Khadr? Bon, moi, j'ai la chance d'être en contact avec Denis Sedning, qui est l'avocat de Khadr, un des avocats de Khadr, qui est allé aider, entre guillemets, Khadr, là, à Guantanamo, sans le connaître. Et lui m'a raconté certains trucs sur la torture. Il y a des choses qui sont faites, il y a des rapports qui ont été publiés là-dessus. Puis il y a d'autres choses qui, comme vous dites, là, vous avez parfaitement raison, qui sont assez opaques.
Dans le nombre de tortures qu'on a pu vérifier, il y a eu le waterboarding, le bon vieux classique qu'on voit dans les films. Là, vous mettez la tête en dessous de l'eau jusqu'à temps que le gars fasse plus de ballon, puis on essaie de soutirer un aveu. Ça, c'est un truc qui est pas très sympathique, mais c'est peut-être pas, ironiquement, la pire des choses. Kader, on l'attachait à sa cellule au sol, sur une plaque de ciment. Et on l'attachait là avec des menottes rangées au sol comme tel. Donc, il passait ces nuits-là. L'autre affaire, quand les agents canadiens, donc du SCRF, Service canadien des renseignements secrets, sont allés là pour l'interroger, pour y faire sortir des aveux, aveux qui ont été considérés parfaitement illégaux. Pourquoi c'est illégal des aveux de torture? Ben parce que ça vaut rien. Moi, si vous m'arrachez un nom, M. Bouchard, là, vous pouvez me faire dire que j'étais là à baie des cochons, puis c'est moi qui ai tué Kennedy, je vais vous dire ce que vous voulez. OK? C'est pour ça que la torture est prohibée en droit international, en droit canadien, puis partout dans les États qui ont de l'allure, parce que l'aveu ne vaut rien. Donc, on a fait du waterboarding. On a préparé Kader pour ses interrogatoires en lui faisant la privation de sommeil. Le classique de privation de sommeil, c'est quoi? C'est qu'à chaque nuit, on vous laisse dormir une demi-heure, 3/4 d'heure, au max, dans une cellule. On vous sort de là, on vous bardasse, on vous fait marcher une autre demi-heure un peu partout, on vous recouche et ainsi de suite. Et on a fait ça pendant 3 semaines. On l'a brûlé raide avant ces interrogatoires en disant on va obtenir des aveux plus facilement. Autre affaire, puis là, ça va devenir de plus en plus dégueulasse, je vous avertis. Des soldats américains se relayaient, notamment la nuit. Ça, c'était le classique, c'était bien drôle apparemment, pour aller déféquer sur Kader pendant que Kader dormait. Peut-être pas à tous les jours, là, mais ici et là, une fois de temps en temps, quand ça leur tentait. Ça, c'était une activité de groupe. C'était bien comique, ça. Une autre affaire aussi, c'est que, puis ça, c'est quand même assez trash, on a invité des fauves dans sa cellule, des tigres. C'est pas le tigre des Cereal Frosted Flakes, là. C'est un vrai tigre, là. Vous vous réveillez dans votre cellule, vous êtes couché au sol, vous avez des menottes, il ne faut pas bouger, puis vous vous réveillez avec un tigre. Wow. Alors, on a parlé de son enfance. On a parlé de ses années, donc, à Guantanamo, etc. Aujourd'hui, Omar Kader qu'on a vu à Tout le monde en parle en fin de semaine, et qui a beaucoup fait réagir, c'est plus un enfant, c'est un homme. Il y a certaines questions que Guilla, à mon avis, c'est ma principale critique de l'entrevue, n'a pas posées. Alors, je me permets de vous les poser. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez dit, je suis en contact avec son avocat, qu'est-ce que Omar Kader a à dire sur l'islam radical? Plusieurs personnes le présentent comme une victime de l'islam radical, de Ben Laden, sa gang-là, des Mongols, ça, moi je vous suis là-dedans. Mais on sait qu'il est encore croyant. Et moi je fais la distinction, on peut encore être un croyant musulman correct. Est-ce que, moi je l'ai pas entendu, peut-être que je l'ai raté, peut-être qu'ailleurs il s'est prononcé, mais en tout cas en fin de semaine on l'a pas vu, à Tout le monde en parle. Est-ce qu'aujourd'hui, il dénonce l'islam radical, la charia, le djihad. Vous en avez parlé tantôt avec des mots très durs, puis je vous suis, parce que on sait qu'il y a encore des contacts avec sa famille, on sait qu'il a demandé une certaine forme de libération pour aller voir sa sœur, si je ne m'abuse. Donc, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, coudonc, y est-tu encore là-dedans, permettez-moi l'expression, ou au contraire, si on le présente comme une victime de l'islam radical, ça devrait être quelqu'un qui dénonce, puis est même peut-être capable de nous dire, regardez tout le danger de cette religion-là quand elle est mal interprétée. Alors, c'est quoi sa position face à l'islam aujourd'hui? Votre question est ultra pertinente. Je ne connais pas la réponse, vous ne compterez pas d'histoire, pour la simple et bonne raison que Kader ne s'est jamais prononcé là-dessus. Ce que je sais, par contre, c'est que quand il a fini par être libéré en 2015, tout juste avant l'élection, il y en a qui disent il a été libéré par Harper. Ça, j'ai lu ça sur le mur de Dominique Moret. C'est n'importe quoi. Harper a jamais tenté de quelque façon que ce soit de libérer Kader. C'est le grand contraire. Et ce sont les tribunaux qui ont fini par le libérer avec condition au début. Et quand on l'a libéré, il est allé en conférence de presse. Vous vous souvenez peut-être de ça, dans la maison que son avocat a mis. Puis il a répondu à plusieurs questions. Puis oui, d'après ce qu'il dit, moi, ça me semble évident, il a été instrumentalisé par cet islam radical. Il le critique. Ça me semble assez clair. Est-ce qu'il le critique de manière publique, de manière forte? Et tout ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'on lui a à peu près jamais posé la question, du moins dans toutes les entrevues que j'ai vues. Comme ça, ceci dit, il véhicule de me dire, oui, mais là c'est peut-être l'hypocrisie, tout ça. Tout ce qui plaide jusqu'à maintenant,
C'est, regarde, laissez-moi devenir un bon citoyen canadien. Je veux vous montrer que vous méritez ma confiance, et ainsi de suite. Et là, depuis qu'il est sorti, là, ça fait bientôt 5 ans, c'est de valeur, là, mais il s'est même pas fait arrêter pour avoir brûlé un stop ou voler une gomme ballon. Là. Il est tranquille, il fait ses affaires. Puis est-ce qu'il renie l'ensemble de sa famille? Non. Mais est-ce qu'il critique de son éducation? Clairement, puis ça, il l'a dit. Est-ce qu'il critique de ces mouvements-là? Oui, mais est-ce qu'on lui a posé la question sur la charia et tout ça? Pas à ce que je cherche, pas de ce que j'ai vu. Ça serait peut-être une question intéressante, effectivement. Mais franchement, si la question que vous posez, puis je pense que c'est ça, traite davantage du degré de dangerosité de Kader, là. Ce gars-là, il est étudiant en technique ambulancière, il est tranquille, pour pas dire qu'il est plate à mort. Moi, franchement, j'aurais absolument aucun doute. Puis je vous dirais que quand c'est fini par être libéré, en 2015, Stephen Harper, qui s'en allait en élection, avait bien plus peur que Kader soit un bon Jack que le contraire. Si Kader avait pu faire sauter une boîte à mal, là, à Edmonton, où je me trouve en ce moment, croyez-moi qu'Harper aurait été le plus heureux des politiciens. Le problème, c'est que ça fait bientôt 5 ans, puis il est tranquille, puis on n'en entend pas parler autrement. Puis moi, franchement, je connais un petit peu Denis Sedney, pas beaucoup, mais juste assez pour savoir que c'est un gars qui marche droit, c'est un gars qui est juste. Et Kader a habité chez Sedney pendant longtemps. Il s'est marié depuis avec une militante pour les droits de la personne ici en Alberta. Il mène une vie, je dirais, assez plate, assez ordinaire. Est-ce qu'il est critique de tout ce qu'il a vécu? Oui, évidemment, sur l'instrumentalisation. Est-ce qu'il pourrait aller plus loin si on lui posait la question? Ça, franchement, ça reste à voir. Frédéric Bérard, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci. Merci à vous, c'était bien agréable. Bonne journée, au revoir. À bientôt, au revoir. Frédéric Bérard est docteur en droit et auteur notamment de La fin de l'état de droit, où il aborde la question d'Omar Kader. Son prochain livre va porter uniquement là-dessus. Est-ce que vous en avez plus pour vous faire une opinion? Je pense que oui. Je pense que ça a été éclairant. Le reste, je connais les positions des gens, c'est extrêmement tranché là-dessus. Moi, il y a des choses que j'ai appris là-dedans. Et il y a des zones d'ombre. Il y a encore des zones d'ombre. Oui. Dans le fond, et M. Bérard a été très clair, ce qui s'est passé exactement au moment où arrive l'altercation en Afghanistan, la réponse la plus juste et honnête, c'est qu'on ne le sait pas. Exact. Il ne le sait pas, lui non plus, Omar Kader. Il l'a dit dans son entrevue. Il a avoué, mais dans les conditions que M. Bérard nous a décrites. Oui. Est-ce qu'un aveu sous la torture est un aveu acceptable? Là-dessus, moi, je suis pas gêné de vous dire c'est non. Non. Moi, tu pourrais me faire dire bien des affaires. Hein. Je suis d'accord aussi, là. La torture dans notre système de droit pour recueillir des aveux, c'est inacceptable. Alors, si les aveux de Kader comptent pas au niveau des témoins, au niveau des enquêtes, au niveau des... Et il l'a expliqué, ça, tout le monde en parle. Il dit, pendant 8 ans, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est moi qui l'avais lancé la grenade. Alors, c'est ce que je pensais. Et au moment du procès, quand j'ai entendu des témoignages qui proposaient un scénario différent, là, c'est devenu mêlé dans ma tête. Puis il dit, je me souviens pas comment ça s'est passé. Évidemment que c'est important, l'affaire. C'est ça qui a occasionné son emprisonnement. Mais êtes-vous d'accord que, anyway, que ça soit lui qui l'a tiré au nom la grenade. Il était dans la gang à Ben Laden. Ben oui. Alors, comme tel, là, ce gars-là était dans la gang, puis M. Bérard l'a pas caché, vraiment proche de Oussama Ben Laden. Maintenant, il avait 15 ans. On s'entend que s'il avait 18 ans, ce serait autre chose. Notre système de droit est fondé là-dessus. Tu peux être un enfant soldat, si j'ai bien compris, selon les conventions. Jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans. Bon. Alors, à 15 ans, c'est un enfant soldat. Mais il vient d'une famille, si vous voulez me le présenter comme une victime, c'est ce qu'on a fait à Tout le monde en parle. On nous a présenté la victime Omar Kader. OK. Victime de brainwashage par des musulmans radicaux. Ensuite, victime de la torture, tout ça. La question qu'aurait fallu y poser, je comprends pas que Guillaume l'a pas fait. Aujourd'hui, Omar Kader pense quoi de l'islam radical? Mettons qu'il te fait une sortie, ça aurait été valable, ça aurait été bon. S'il dit, moi, là, je me propose de faire une tournée des écoles, m'a donné des conférences, m'a écrire un livre sur le brainwashage des musulmans radicaux, à quel point vous pouvez gâcher des vies. Regardez, là, c'est peut-être pas moi qui a lancé la grenade, mais Spear est encore mort, le soldat américain, puis il y en a un autre d'aveugle. Il venait toujours bien combattre les talibans, puis les talibans, c'est ma famille. C'était ma gang, même très proche de Ben Laden. Donc, moi, je plaide que j'étais un enfant brainwashé à 14 ans. Je sais qu'il y en a qui l'acceptent pas, mais je pense qu'il y en a certains... Ça a commencé à 4-5 ans, là, depuis M. Bérard. Ouais. Depuis 4-5 ans, il commençait, puis à 11 ans, il était dans les camps de formation islamiste d'Al-Qaïda. Il avait été envoyé là. Alors, mettons, OK, pour la discussion, qu'on accepte ça. Ouais. Maintenant que c'est un homme, maintenant qu'il y a 10 millions, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il peut faire œuvre utile? Est-ce qu'il peut témoigner des dangers de l'islam radical? M. Bérard a été honnête, il dit peut-être, mais on l'a pas entendu. Parce que la question n'y est pas posée. Pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas capable de regarder ça?
Mais tu sais, il est libéré depuis 3 ans seulement. Là. Ouais, non, je sais. Là, si vous dites, donne-y du temps, il va peut-être il dit qu'il travaille jour, encore à sa guérison, il travaille encore sur lui-même. Et tu sais, si dans 10 ans, il n'a encore rien fait, je pense qu'on va pouvoir dire quelque chose. Là, parce qu'il a démontré ans, des signes. Et je veux pas trancher, je veux être honnête. Il voulait aller à la Mecque tout de suite. Aller à la Mecque, ça fait pas de toi un radical, mais pas du tout. Tu peux être un musulman modéré, aller à la Mecque. Mais c'est une des choses qu'il a demandé en sortant. Et il a demandé à reprendre contact avec des membres de sa famille. Ça, je vous avoue que moi, ça m'a beaucoup questionné. Là, qu'est-ce que c'est ça, là? Bon, il est-tu obligé de tout couper les liens? Mais il y a des neveux et nièces. Il l'a mentionné ça aussi dans l'entrevue. C'est pas toute sa famille. Il y a des zones d'ombre et des nuances, Élie. Mais tu comprends que moi, je regarde ça puis je fais comme, ben là, t'es rendu où aujourd'hui, Omar Khadr? Où t'es par rapport à l'islam radical? Si t'en es une victime, t'sais. Non, ouais, c'est ça. Ça aurait été fun de se poser la question. Il y a juste une chose, par exemple, que je veux un petit peu clarifier, puis je suis contente qu'il y ait des personnes qui nous fassent remarquer au 25-226 parce que c'est la critique qu'on a entendue tout le week-end. Il a reçu une ovation debout à son arrivée. Tous les spectateurs qui sont à l'enregistrement de Tout le monde en parle se lèvent et applaudissent au moment où l'invité arrive en salle. Il n'y a pas eu plus d'applaudissements, au moins, pour Omar Khadr. Il y a eu exactement le même traitement que tous les invités reçoivent. Rappeler, mais moi, je serais resté assis. Moi, je pense que Guy a le droit de recevoir Omar Khadr. Là-dessus, moi, écoute, moi, la liberté d'expression, le garde, go. Il pense pas comme toi, reçois-le, jase-y, confronte-le. Moi, je suis pas contre les entrevues. Je vois pas de scandale sur sa présence. Je pense que les gens auraient dû, compte tenu de ce que je viens de dire, qu'il y a encore des zones d'ombre. Il y a des affaires qu'on sait pas. Il y a des trucs qu'Omar Khadr n'a pas encore dit sur ses relations avec sa famille, tout ça, je veux pas me répéter. Moi, je serais resté assis. Tu te lèves debout, tu l'applaudis. Si c'est une victime, c'en est peut-être une, mais c'est pas encore un héros. Comprenez-moi bien, là. C'est loin d'être encore un héros. Là, t'as un peu, là. Moi, j'ai encore des questions, mais j'ai des réponses. Quand tu te lèves puis t'applaudis, je trouve ça calme. Je comprends, mais c'est peut-être la consigne de l'enregistrement. C'est la faute de Guillaume, est-ce que c'est la faute de je sais pas qui, là? L'animateur de foule qui a craqué le monde, puis l'effet de foule, tu dis, garde, on se lève. Je sais bien. Mais moi, j'ai trouvé que ça donne une mauvaise image. C'est pas un héros. C'est pas un monstre, c'est quelque chose entre les deux, mais on sait pas exactement c'est quoi. Puis il faut continuer à le questionner, puis tout ça. Est-ce qui est dangereux aujourd'hui? Ça, là-dessus, s'il y a des gens qui craignent, je pense pas. Mais juste à préciser aussi, une chose qui a été critiquée aussi, c'est Woody Belfort, qui est l'athlète en fauteuil roulant qui est invité aussi à Tout le monde en parle, le jeune de 22 ans, qui l'a un petit peu encensé. Il a dit que c'était extraordinaire, puis que bon, c'était un héros. Les paroles exactes, je sais plus, mais l'encensé, ça crée un énorme malaise auprès sur la toile, évidemment. Mais ça, c'était les paroles de Woody Belfort. Là. C'était pas les paroles de Radio-Canada, ni de Guillaume Lepage. C'était pas. Et il parle au nom de qui, lui? De lui-même. De Woody Belfort. Exact. Il a pas le droit. Bon, c'est ça. Son opinion, je suis pas d'accord, ça s'arrête là, mais je pense qu'on questionne beaucoup, surtout le fait, l'ovation, puis le fait qu'il a été reçu sur le plateau. 8h25-226. Est-ce que vous avez appris des choses? Il y a des gens qui sont bien informés, qui suivent ça de près. Qu'est-ce que vous en pensez du traitement qu'a reçu Omar Khadr? J'ai hâte de vous lire. 25-226.